Bienvenue sur le podcast Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. Je suis Walid Nou et aujourd'hui, on va parler de PostMarketOS, un système d'exploitation Linux pour vos téléphones mobiles. Je suis très excité de faire cet enregistrement parce que je suis moi-même utilisateur sur un de mes téléphones de PostMarketOS et que quand je suis passé au FOSDEM 2026 voir l'équipe, on m'a dit qu'il n'y avait pas de francophones, mais en fait si, il y a 2 francophones, ils sont avec moi. C'est Antoine Martin et Rani Bergamote, qui sont tous les deux des contributeurs de confiance de PostMarketOS. Alors Rani et Antoine, écoutez, bienvenue sur le podcast, j'espère que vous allez bien. Ben, merci bien, Walid, de nous avoir invités à participer dans votre podcast. Oui, tout à fait. Mon nom, c'est Antoine Martin. Je suis contributeur de confiance, je pense, depuis décembre. J'utilise le pronom « il », lui. Donc, vraiment ravi d'être ici. Ok, super. Et Rani, bienvenue à toi aussi. Merci. Oui, je suis Rani. Je suis contributeur de confiance depuis un an maintenant. Ça me fait 2 ans que je suis dans le projet et je m'occupe principalement des choses de marketing et d'art. Top. On va commencer par vous présenter un peu plus dans le détail. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous dire qui vous êtes et puis quand est-ce que vous avez commencé à découvrir le logiciel libre. Rani, je te laisse la parole si tu veux bien commencer. Oui, donc comme j'avais dit, je fais principalement du marketing et de l'art. Donc, je suis un des contributeurs les plus non techniques. Codage, je connais rien du tout. Mais il y a plein de choses à faire quand même dans PostMarketOS. Donc en ce moment, oui, donc je gère le répertoire pour le marketing ou les choses. On a un répertoire pour les œuvres d'art. Donc par exemple les stickers, j'en ai fait pas mal. On a des trames pour les conférences. Donc ces petites choses-là, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut faire. Donc je m'occupe de ça. Et puis, c'était quoi l'autre question? J'ai oublié. Que tu dises un peu qui tu es et puis comment tu as découvert le logiciel libre. Donc, pour découvrir les logiciels libres, j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça, et on m'avait donné un vieux ordinateur qui datait de, je sais plus, au moins 10 ans, et ça marchait avec Windows 7. C'était beaucoup trop lent, et donc j'ai mis Xubuntu. C'est là où j'ai commencé à utiliser Linux. Et puis, une fois que j'ai utilisé Linux, j'ai tellement aimé que ensuite, quand j'ai un autre ordinateur, j'étais retourné sur Windows pour un peu de temps, mais après, il y avait Windows 11. Et ça m'a tellement agacé que j'ai décidé de retourner à Linux. Et puis, depuis, puisque je contribue pas financièrement à des projets, donc je me suis dit, autant y contribuer avec mon temps. Et puisque je suis étudiant, j'avais du temps, donc je me suis mis à contribuer au projet de logiciel libre. Et il y avait un jour, je me suis retrouvé avec je voulais essayer d'utiliser Linux sur les téléphones mobiles, donc j'ai acheté un PinePhone Pro et j'ai mis PostMarketOS dessus. D'ailleurs, c'est un peu une histoire marrante. Le PinePhone Pro, le modem, je l'ai cassé et pendant 3 mois, essayé de le refaire marcher. J'ai ouvert le téléphone, etc. Et à la fin, j'ai pu réussir le réparer. Par contre, le modem ne marche toujours pas parce que les réseaux d'Internet ici en Amérique ne supportent pas le téléphone. Et donc, j'utilise toujours pas, mais je me suis retrouvé à PostMarketOS où je reste maintenant. Donc, voilà. Ça, c'est mon histoire. Excellent. Et toi, Antoine? Ouais, ben en fait, mon histoire de début ressemble beaucoup à Rani dans la mesure que j'étais jeune, 14-15 ans, avec beaucoup de temps, puis surtout une frustration profonde avec Windows qui m'a entraîné à installer Linux pour une première fois. En fait, ça a pris 3 tentatives à l'époque, mais à la 3e, j'étais vendu. Puis depuis les années, j'ai continué d'utiliser évidemment Linux. Puis la question s'est posée pour moi de comment est-ce qu'on pourrait libérer le mobile et moi aussi, mon background, mes expériences ne sont pas très techniques. J'ai pas étudié en informatique. J'ai vraiment appris, comme on dit au Québec, sur le tas. En fait, j'ai commencé à Alpine Linux en matière de contribution logiciel libre. J'ai beaucoup appris à travers l'administration système et donc naturellement, j'ai devenu un mainteneur de paquets. Et éventuellement, je voulais donner mon temps à PostMarketOS, surtout pour
On a tout un chantier de gouvernance en ce moment et j'ai une certaine expertise en la matière. Malgré mes études en sociologie, j'ai eu beaucoup de temps à apprendre comment fonder des organismes, surtout des organismes communautaires. Et donc, je me suis dit, je pourrais contribuer. Et donc, en ce moment, je travaille beaucoup sur la gouvernance, sur la création de l'entité légale de PostmarketOS. On en parlera davantage tantôt, mais aussi réfléchir à comment nous pouvons rendre nos espaces accessibles pour des personnes de divers profils. Donc voilà. Très intéressant, ces présentations. La première chose qu'on peut faire, c'est commencer par expliquer pour les gens qui connaissent pas, qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, comment est-ce que vous définiriez PostmarketOS? Antoine, est-ce que tu veux commencer? Je pourrais y aller, tout à fait. A priori, on l'a déjà mentionné, c'est un système d'exploitation basé sur Linux qui vise à installer sur des smartphones, des téléphones intelligents et que c'est basé, donc c'est open source, logiciel libre basé sur Linux. En ce moment, le public cible étant un projet relativement nouveau, 2017 c'est nouveau, mais bon, c'est vraiment des développeurs, des hackers, des hobbyistes, des amateurs, amatrices, des personnes qui donc nécessairement vont être plus habiles avec la technologie, mais évidemment, dans nos horizons, on veut s'adresser au grand public dans le but que nos téléphones soient vraiment les nôtres. Donc la mission, c'est vraiment donc de développer des logiciels libres visant le mobile, visant à prolonger la durée de vie des appareils électroniques grand public et surtout en donnant aux utilisateurs les moyens de contrôler pleinement leurs appareils. Donc, il y a comme ça s'articule donc sous 2 points, vraiment le développement durable. On s'entend, les téléphones sont pas faits pour durer longtemps et donc nous, on veut vraiment soutenir des téléphones pour plusieurs années, même nous visons 10 ans. Et le deuxième aspect, c'est vraiment l'aspect de souveraineté numérique. Nous pensons que les ordinateurs devraient agir dans l'intérêt de leur personne utilisatrice, donc pas contribuer au cauchemar que représente la publicité ciblée en matière de confidentialité. Et donc, nécessairement, on a comme une visée émancipatrice de les grands GAFAM, les grandes entreprises de technologie qui, on le voit bien, aujourd'hui, nous causent bien des problèmes. Donc ça, je dirais que ça, c'est les aspects les plus importants. En quoi PostmarketOS serait différent des autres distributions Linux qu'on va trouver actuellement pour ces téléphones? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence de PostmarketOS? Donc, comment, par exemple, elle se distingue d'Android, qui serait, on s'entend, l'alternative la plus directe? Très simplement, Android, bien que c'est du logiciel libre dans l'essence grande du terme, Google fait le développement direct de ce système d'exploitation. Nous, on voit en jeu avec ça et on le voit depuis plusieurs années que Google, de plus en plus, encadre le développement d'Android, rend difficile l'accès à son écosystème à des projets libres. Et donc, nous, on s'inscrit, on a donc un rapport critique à Android vu que c'est un écosystème qui se ferme de plus en plus, un peu à la Apple. Et de plus en plus, il est pratiquement impossible d'utiliser Android et iOS par extension sans compte Google ou Apple. Au sein même du système d'exploitation, il y a intégration directe de publicité ciblée par des choses techniques comme Advertising IT Client et des choses de même qui donnent une identité directe à nos téléphones permettant aux publicitaires de nous cibler directement. Et pour nous, ça cause un problème au niveau de la vie privée, la protection de la confidentialité. Et donc, de plus en plus, il y a comme cette promotion d'applications qui sont propriétaires, qui collectionnent nos données également. Je pourrais en dire davantage des problèmes avec Android que nous, on identifie, soit que même qu'à partir de septembre 2026, il va devenir de plus en plus compliqué, impossible à installer des applications de tierces parties sur Android sans passer par Google Play, sans passer par toute la structure de confirmation d'identité des personnes qui développent les applications. Et donc, d'être obligé finalement, malgré Android comme plateforme dite ouverte, à se conformer à la vision de Google. Tout en, et ça, c'est où le contexte politique plus large elle peut être introduite, là, tout en étant dans un contexte politique, surtout aux États-Unis, de fascisation, en fait, des entreprises GAFAM, ça c'est les grandes Google, Apple, Amazon, etc., etc. Et donc, on se retrouve vraiment dans un contexte politique
où est-ce que politiquement, en tant que personne utilisatrice, on est vulnérable, en fait, on est rendu vulnérable. Et donc, nous, on s'inscrit là-dedans, voulant donc développer, se démarquer d'Android et vouloir vraiment mettre des bases non seulement techniques, mais au niveau social, politique, pour que comme on l'a mentionné tantôt, que finalement, les applications, les téléphones, les ordinateurs qu'on utilise sont à nous et pour nous. Hein? Puis je pourrais dire aussi davantage comment on s'inscrit dans l'écosystème de Linux plus largement, parce bien qu'on se démarque de Android, un rapport critique à ce genre-là de projet, nous, on veut aussi s'inscrire très directement dans l'écosystème Linux pour permettre la collaboration avec d'autres distributions, d'autres, distributions de Linux sur mobile. Donc, on travaille explicitement avec d'autres partenaires pour développer le kernel Linux et d'autres interfaces telles que Phosh, Plasma, GNOME, SXMO, Modem Manager. Donc, tous des projets que nous, on contribue activement. Le produit de ces projets-là, on en bénéficie, mais on fait du développement que l'on on contribue ensuite upstream. Et aussi, au niveau du développement kernel, on a une approche qui vise à contribuer directement au kernel mainline. Le terme francophone m'échappe, mais j'espère que les personnes vont être en mesure de nous suivre. Et donc, ça fait que on se met pas dans notre coin à faire nos affaires tout seul. Hein. On s'inscrit dans un écosystème plus large qui vise des horizons similaires aux nôtres. Je pense qu'on en reparlera peut-être après, mais effectivement, cette contribution avec l'upstream direct kernel mainline peut-être officiel, je ne sais pas comment on dirait en français, mais c'est quelque chose qui est assez différent d'autres distributions Linux. Je pense à des gens comme Ubuntu Touch ou même Selfish OS qui ont pris des branches différentes. Moi, c'est ça qui m'a attiré aussi pas mal sur Postmarket. C'était le fait de me dire que, si les gens ils font le travail une fois d'upstream, de remonter au niveau du kernel Linux les modifications, après, en fait, ça bénéficie à tout le monde et puis le travail, il est déjà fait. Donc voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Voilà. 100%. Parce que tout à fait, il faut que nos ressources soient partagées avec d'autres projets. Ça, c'est la force, en fait, du logiciel libre. Hein. C'est être en mesure de mutualiser notre temps, notre énergie, nos ressources, notre infrastructure dans une telle manière que l'on puisse tous et toutes en bénéficier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout à fait, d'autres projets comme le nôtre utilisent plutôt les kernels comme Android ou plutôt les kernels qui sont développés ou qui sont fournis par les fabricants directement. Et donc, nous, nécessairement, lorsqu'on commence le port, le développement pour un téléphone intelligent, nécessairement, au début, on utilise des kernels qu'on appelle downstream, là, mais très vite, on décourage en fait l'utilisation. On a mis une structure de développement en place qui pousse faire le mainline le plus que possible. Justement pour éviter un scénario dans lequel on n'a finalement pas vraiment la capacité à mettre à jour nos propres kernels, nos biens. En tout cas, je m'épargne un peu, mais on va en parler plus tantôt, sans doute. Maintenant, on pourrait commencer par revenir au tout début. Moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que moi, je la connaissais pas, l'histoire de Postmarket OS. Je l'ai découvert à travers parce que j'écoute de temps en temps les podcasts de Postmarket, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et donc, dans le tout premier épisode de podcast, on parle de l'histoire de Postmarket OS, ce qui est assez intéressante. Peut-être, Rani, est-ce que tu veux nous expliquer, si tu sais, comment naît Postmarket OS, qui travaille dessus et pourquoi la personne décide de créer Postmarket OS? Oui, Postmarket OS a été créé en 2016 par Oli Paranoid. Donc, ça a été créé en 2016 en privé, puis il a publié en 2017. Donc, maintenant, c'est Oliver Smith, donc son nom internet, c'est Oliver Paranoid. Il avait mis sur Hacker News et Reddit, et il y avait pas mal de gens qui ont trouvé le projet et qui se sont joints, et donc ça a créé un communauté, puis ça a créé l'équipe qui est devenue l'équipe d'aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle il avait créé ça, c'était parce que à l'époque, il était très frustré avec les offres de logiciels pour téléphone, comme on avait parlé un peu plus tôt. Avec Android, il y a des problèmes de souveraineté digitale et de vie privée. Et iOS n'est pas mieux non plus. Et il y avait aussi, à ce moment aussi, il y avait quelques projets de Linux sur mobile qui existaient déjà, mais le problème, c'était qu'ils sont que pour des téléphones spécifiques. Et donc, si tu veux avoir un téléphone différent, avec Linux, il fallait faire une distribution complètement nouveau. Et donc, il était très frustré avec ça. Et donc, il avait essayé de faire une distribution qui marche sur plusieurs téléphones.
la façon qu'elle a décidé de faire ça, c'est en utilisant des paquets pour les téléphones spécifiques et qui permet d'avoir une distribution qui marche pour plusieurs téléphones. Et le tout est assemblé avec PM Bootstrap, qui est un outil qui permet de générer l'image. Et cela permet de aussi faire des développements beaucoup plus vite en utilisant les paquets de Alpine. Et donc, oui, il y a des gens qui ont trouvé le projet intéressant, ils se sont rejoints et puis voilà. Dès le départ, Oli, il avait dans l'idée de supporter pas mal de téléphones, quoi. C'est un peu la raison pourquoi il avait créé la distribution, parce que tous les autres n'avaient pas cette fonctionnalité. Et dès le départ, il avait dit on va supporter les téléphones pour 10 ans. Oui, donc originalement, la question c'était quoi être le nom de la distribution. Et il s'est dit, on peut évidemment pas dire distribution contre l'industrie principale, ça c'est pas un nom normal. Et donc, il a pensé comme, le problème c'est que les téléphones Android, ils ont tendance de ne que recevoir des mises à jour pendant 2-3 ans au plus. Peut-être des mises à jour de sécurité 3 ans au plus, c'est à peu près tout. Et donc, tu es constamment reforcé à acheter un nouveau téléphone. Donc, du coup, il pensait sur ça et le nom est devenu Post-Market-OS, qui est Post, qui est après, Market, qui est le marché. Donc, c'est les téléphones qui sont après marché. Pour aider à ça, il avait pensé, c'est quoi un téléphone qui est vraiment après marché qu'on pourrait supporter? Le Nokia N900, qui avait déjà 10 ans à ce point-là. Et il a dit, allons, faisons un support de 10 ans. Et donc, il a ajouté le support pour le Nokia N900. Au début, quand il crée Post-Market-OS, c'est juste un collectif. C'est-à-dire, c'est juste des gens qui viennent et qui commencent à travailler ensemble et tout. Il n'a pas créé de structure particulière. Il n'y a pas d'association. Il y a rien au départ, c'est juste. Au début, je recommande le premier épisode de Post-Market-OS, mais au début, c'était vraiment... les choses étaient assemblées ensemble un peu juste comme ça. Il parlait, par exemple, dans le premier podcast, c'était en 2020, donc ça fait 3 ans après le projet. Au début, ils avaient mis en place un système pour construire les paquets binaires. Il y avait un serveur qui était juste dans le placard, et c'était une chose qu'il fallait qu'il le fait fonctionner lui-même. Et donc, il y avait plein de choses comme ça qui étaient un peu... comme c'était pas nécessairement... artisanal, quoi. Voilà, parfait, artisanal. Et donc, oui, au début, c'était vraiment comme ça. Je pense aussi, par exemple, les 2 autres contributeurs qui étaient sur le podcast, ils ont dit, ils sont rentrés, ils ont commencé à travailler dessus. Puis, bon, il y avait... Oli, c'était la seule personne qui avait les permissions. Donc, il a dit, bon, voici tes permissions maintenant. Bien sûr, maintenant, on est un peu plus... on fait un peu plus attention. Mais à ce temps-là, oui, ils étaient en train de juste faire du hacking et de construire le système. D'après le premier épisode, j'ai l'impression que les toutes premières personnes qui sont arrivées, c'est plutôt des Européens. Oui. Il y avait aussi Clayton, qui est de l'Amérique sur le côté ouest. Mais oui, sinon, principalement, c'est européen. J'ai l'impression même plus, c'est beaucoup de contributeurs en Allemagne, mais en principe en Europe. Et ça, c'est, je pense, parce que les projets libres sont généralement plus connus et faits en Europe qu'en Amérique. Ok. Antoine, est-ce que tu as des choses à rajouter? Dans le fond, ouais. Même avant la création, le processus actuel de se doter d'une entité légale, il y avait, je pense que ça fait depuis au moins 2-3 ans que les pratiques de gouvernance sont re-questionnées au sein de Post-Market-OS pour que finalement on puisse mieux travailler ensemble puis intégrer de plus en plus de personnes. En fait, nous-mêmes, de la création, je pense que ça fait 3 ans, ça fait peut-être 2 ans que le programme de contributeurs de confiance a été créé, permettant finalement de sortir un peu du collectif initial et intégrer des nouvelles personnes qui pourraient être en mesure d'étendre nos capacités de développement davantage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même, je dirais, qui est pour moi un point critique dans l'histoire de Post-Market-OS, parce que c'est pas tous les projets qui ont ce réflexe-là de se questionner mais comment est-ce qu'on peut étendre, comment est-ce qu'on peut sortir de notre collectif de fondateurs, fondatrices originales. Pour aussi ajouter à ça, nous avons surtout agrandi ces quelques dernières années à cause de cette structure de gouvernance et à cause de nos efforts à faire le projet plus visible. Je pense que Pablo avait
qui a contribué sur notre équipe, il avait dit que ça nous a pris, je sais plus, 6 ans à avoir 6 ou 8 contributeurs sur l'équipe. Mais sur les derniers 4 ans, je pense, on a eu ajouté, je sais plus, 12 ou 14 nouveaux contributeurs. Donc, notre projet est toujours en train d'agrandir. Surtout ces dernières années, on a pu vraiment avancer sur des projets, faire de l'automatisation et vraiment faire des nouvelles choses et des nouveaux projets dans PostmarketOS. Ok. Ouais, c'est très intéressant cette histoire. Actuellement, pour donner une idée aux gens, vous estimez qu'il y a combien de téléphones qui sont supportés? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a que des téléphones ou est-ce qu'il y a aussi des ordinateurs, des tablettes? Qu'est-ce que vous en savez du nombre d'appareils supportés? Oui, donc je sais qu'il y a environ peut-être autour de 100 téléphones qui sont plutôt bien supportés. Il y a pas mal de téléphones qui sont downstream, donc c'est des contributeurs individuels qui ont mis ensemble un paquet pour faire marcher, mais ils sont pas nécessairement utilisant des versions de Linux les plus récents. Et puis, bien sûr, on supporte des matériels autres que les téléphones. Donc, PostmarketOS n'est pas que les téléphones. Ça, c'est très important. On veut faire plus que juste les téléphones maintenant. Donc, bon, bien sûr, il y a les téléphones comme il y a les téléphones plus vieux, comme Nokia. Il y a les téléphones de nos jours. Donc, un de nos membres, Luca, en fait, fait partie de Fairphone. Et donc, le Fairphone 5 et 6, quand ils sont sortis, on a reçu support dans PostmarketOS dès le premier jour. Donc, on a des téléphones vieux et nouveaux. On a des tablettes. Donc, on a différentes tablettes. Aussi des Chromebooks, parce que pas mal de Chromebooks fonctionnent sur ARM et non pas x86. Donc, on supporte pas mal de Chromebooks. Bien sûr, les laptops et les PC à base de x86, on supporte, il n'y a pas de problème là. Il y a aussi les SPC, donc par exemple le Raspberry Pi ou le RADSA, différentes SPC de RADSA. Il y a d'autres choses qui sont aussi supportées. Ce qu'en fait j'aime beaucoup avec PostmarketOS aussi, c'est de voir toutes les différentes façons que les matériels sont utilisés. Donc il y a des gens qui utilisent des téléphones pour faire du VJing ou de l'art. Ah oui, j'avais vu aussi à un moment, le KFA avait posté sur comment ils avaient attaché des lunettes intelligentes avec le display, L'écran, ouais. l'écran. Ouais. Oui, les lunettes avec les écrans attachées à un téléphone qui marche PostmarketOS. Il y a des gens qui ont mis des choses comme un cluster de Kubernetes sur leur téléphone. Il y a une personne qui avait utilisé leur téléphone pour serveur pour faire fonctionner leur imprimante en 3D. Pas mal de serveurs. Il y avait quelqu'un qui a aussi fait un serveur de Matrix. J'avais aussi vu un post où quelqu'un avait utilisé un montre qui faisait marcher PostmarketOS sur le montre. Et le montre était comme un collier pour un petit poupée. Donc, c'était très mignon. Et donc, oui, donc il y a plein de téléphones, plein d'autres petites matériels plus exotiques comme les montres, les lunettes, etc. Et avec tous des fonctionnements différents. Et Antoine, par exemple, quels sont les matériels qui sont le mieux supportés? C'est-à-dire si par exemple j'ai pas de téléphone encore et que je veux essayer PostmarketOS et que je veux essayer de me trouver par exemple en seconde main un téléphone, enfin en seconde main ou si je veux en acheter un, mais qu'est-ce que le projet il recommande comme téléphone pour avoir un bon support? C'est cette question qui nous a apporté à retravailler nos différentes catégories d'appareils que l'on soutient. La réalité, c'est oui. Nous avons en fait 4 catégories qui nous permettent de finalement de communiquer les attentes que les personnes utilisatrices devraient avoir des appareils que nous soutenons, soit downstream, testing, communauté et main. Donc, la catégorie vraiment par excellence pour communiquer que cet appareil-là est le mieux soutenu. Et donc, en fait, on a retravaillé la catégorie main pour finalement évacuer tous les appareils que l'on n'est pas en mesure de dire que ça, c'est prêt pour être utilisé de façon quotidienne. Et finalement, on a 0 appareil. Et c'est pour ça qu'en fait, on a retravaillé cette catégorie-là. C'est pour se donner des hauts standards pour cette catégorie-là. Donc, en ce moment, bon, on a 0 appareil que l'on peut dire 100%, tout est utilisable, mais c'est dans cette perspective-là, oui. Alors, pour répondre à ta question,
En ce moment, puisque le projet est à un niveau où est-ce que c'est plus pour des personnes qui développent, les personnes qui sont des hobbyistes, on n'est pas encore rendu là. Cela dit, moi, mon dada aussi, c'est de soutenir des appareils plus exotiques. Je suis personnellement le mainteneur pour PineNote, qui est un appareil, une tablette ayant un écran e-ink, là, donc de liseuse électronique. Et je pense que les tablettes, les laptops, c'est des appareils qui sont très faciles à soutenir parce que justement, il n'y a pas les composantes les plus complexes comme des modems qui sont très difficiles à développer parce qu'il y a souvent du code propriétaire qu'il faut redévelopper finalement. Les tablettes, ça a un autre avantage aussi, mais peut-être on en parlera plus tard, c'est que l'écran il est plus grand et donc tu as moins de problèmes avec le côté responsive des applications que tu peux avoir sur le petit téléphone. Il y a plein d'applications où en fait tu es obligé de mettre en 100% parce que sinon ça déborde de l'écran. Et quand tu mets en 100%, c'est tout petit, tu n'arrives plus trop à voir parfois où tu cliques et tout. Alors que la tablette, certainement que c'est mieux, que c'est agréable comme format, quoi. Ouais, Rani. Grâce aux efforts des projets upstream, le support pour les écrans plus petits ces dernières années a beaucoup augmenté, surtout dans les projets comme GNOME et Plasma Mobile. Maintenant, les applications qui utilisent Kirigami et le suite pour GNOME, c'est pas GTK, la chose qui est au-dessus de GTK. Zut, j'oublie, c'est quoi? Bon, c'est pas très grave. Voilà, surtout avec GNOME et Plasma Mobile, les applications pour les écrans petits, le support a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, on est très, très content sur Upstream pour nous aider avec ça. Ok. Oui, puis si je peux me permettre un bémol pour la catégorie communautaire, il y a encore bien des appareils que tu peux utiliser facilement, que le soutien est bien, mais pour nos standards, on n'était pas encore rendu là. Donc, aussi, tu sais, dans la catégorie main qu'on a retravaillé, tu sais, on prévoit justement qu'il y ait comme toute une équipe, que les mainteneurs ne soient pas juste une personne qui peut disparaître ou devenir occupée ou avoir des enfants, mais que bien une équipe entourant ces appareils-là pour qu'on puisse vraiment, véritablement offrir une structure de soutien autour de cet appareil-là pour que finalement les personnes qui installent ça, ils n'ont pas besoin de se soucier qu'une mise à jour va briser quelque chose. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Mais si là, aujourd'hui, par exemple, je suis un peu geek, j'ai envie de tester. Le projet Postmarket OS, il recommanderait de partir sur quel téléphone? Est-ce qu'il y a des téléphones qui sont où vous savez que c'est globalement, même si c'est pas parfait, c'est bien supporté, quoi, et que si je prends ce téléphone-là, ben, ça va fonctionner? Je dirais surtout regarder à notre wiki où il y a tous les téléphones listés. Mais je sais, par exemple, le OnePlus 6 et le Pixel 3a sont des téléphones qui sont avec de plutôt bons supports. Les choses comme téléphoner avec le modem marchent. Et aussi Fairphone, parce qu'on a le support de Lucas. Et aussi, ces téléphones ont des très bons supports, donc les téléphones de Fairphone plutôt marchent bien. Donc ça, c'est ce que moi je recommande, mais encore regarder sur le wiki pour plus de détails. Oui, tout à fait. Dans le fond, on a tout documenté, nos wikis et documentent de façon très en détail les fonctionnalités qui sont soutenues sur les appareils. Donc, il y a une page juste pour les appareils niveau au soutien communautaire. Et juste en regardant ça, mettons le Purism Libre 5, sur toutes les colonnes, c'est oui, c'est soutenu. Et donc, le OnePlus 6, comme tu avais mentionné, le Fairphone. Après, il y a des fonctionnalités dans lesquelles les sont partiellement soutenues. Par exemple, ici, je regarde le Fairphone 4 au niveau des appels puis de la caméra, c'est soutenu partiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de dire que ça va toujours fonctionner ou que la qualité va être excellente. Pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient en savoir plus, typiquement sur pourquoi le OnePlus 6 et 6T, c'est des appareils qui sont super bien supportés sous Linux, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Arnaud Ferrari sur l'épisode d'introduction de Linux sur mobile, parce qu'il revient assez en détail sur ces plateformes-là et pourquoi elles sont bien supportées. Voilà, donc c'était un petit aparté. Si on passe maintenant au fonctionnement de Postmarket OS, alors là, comment ça se passe le développement? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a comme différentes fonctions? Qui travaille sur quoi? Comment est-ce que c'est organisé le développement? Ça, c'est mon thème dada, là, parce que j'adore réfléchir au workflow puis comment qu'on travaille ensemble. C'est ça qui fait la différence entre un projet à une personne puis un projet à 100. Hein. A priori, tout le développement se fait sur notre propre GitLab.
notre propre forge de code. Le repo central, je dirais, ce serait le PMA ports, qui est comme le repo dans lequel on a toutes les définitions de paquets. Donc, ça, c'est les kernels, ça, c'est les paquets des appareils. Alors, ça, c'est vraiment le cœur du développement. Toutes les propositions, les merge requests, donc les propositions de changement sont faites dans ce cadre-là. On s'organise également de façon synchrone et asynchrone au niveau des décisions. C'est-à-dire qu'on se rencontre, il y a une rencontre aux 2 semaines d'équipe où est-ce que tous les membres actuellement, donc ça, c'est les contributeurs au cœur du projet ainsi que les contributeurs de confiance sont invités à participer durant cette rencontre aux 2 semaines qui dure généralement autour d'une heure. Et toutes décisions qui sont présentées, des propositions qui sont présentées dans le cadre de ces rencontres-là sont soumises à des votes de façon asynchrone sur GitLab. Ceci permet en fait à toutes les décisions que toute personne, qu'elle soit au Japon, aux États-Unis, donc au niveau enjeu de temps, est en mesure de participer dans la gouvernance du projet, que ce soit au niveau gouvernance technique, au niveau gouvernance plus traditionnelle, au niveau des décisions. Et donc, on a plusieurs comités de travail, mais qui sont plus ad hoc. Il n'y a pas de comité de travail qui sont permanentes, là, sauf, je dirais, le comité finance. Là, si on pourrait en discuter plus tard là, au niveau de comment ceci fonctionne. Donc, selon les besoins de l'équipe, des comités sont créés. Donc, par exemple, moi, je suis sur le comité de fondation pour aider à faire le travail finalement pour la fondation de l'entité légale. Et le développement est organisé sous forme de, on attache des mainteneurs à des paquets qui gèrent finalement les appareils. Et des fois, bon, on a des équipes autour d'appareils plus spécifiques. Oui, puis j'ai ignoré quelques comités plus permanentes. Ah, il y a l'infrastructure. Ouais, c'est ça. Il y a un comité infrastructure qui donc s'occupe nécessairement du GitLab et toute l'infrastructure plus technique du projet. Finance, j'ai déjà mentionné. Aussi, un comité qui gère les réseaux en ligne, ainsi qu'un comité qui gère la phase de tester les appareils avant de sortir une nouvelle version de PostmarketOS, ainsi finalement qu'un comité permanent sur le code de conduite de la communauté. Donc, intervenir quand il y a des conflits ou quand il y a une personne qui ne respecte pas notre code de conduite. Une question, donc ces réunions en ligne, toutes les 2 semaines, à quelle heure c'est fait? Parce que si tu as des gens qui sont aux États-Unis, si tu as des gens qui sont au Japon, si tu as des gens qui sont en Europe, quel, fuseau horaire vous utilisez? Notre fuseau horaire de référence, c'est Europe centrale. Comme c'est un projet où est-ce que la plupart des membres se retrouvent donc en Europe, c'est vraiment le fuseau horaire le plus de référence. Et généralement, me semble, si je le traduis depuis mon fuseau horaire, c'est en soirée. Bon, pour moi, c'est en après-midi, on s'entend, étant à Montréal. Nécessairement, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer. D'où pourquoi on a une composante asynchrone au niveau de comment les décisions sont prises, ainsi que comment sont communiquées ces décisions. Et maintenant, on enregistre notre rencontre. Comme ça, les gens qui peuvent pas y assister, et comme ça, ils peuvent aussi entendre. Et puis après, on a bougé toutes les décisions pour qu'elles soient non synchroniques sur GitLab. Donc, cela permet de faire les décisions sans être dans la réunion. D'ailleurs, tous nos notes de réunion sont ensuite mis publiquement sur le Docs. Et donc, même le public peut savoir de quoi on a parlé dans chaque réunion, parce qu'on veut être une organisation très transparente. Donc, voilà. Et pour la communication, au quotidien, vous avez un canal Matrix. Qu'est-ce que vous avez pour chatter entre vous, au quotidien, quoi? Ouais, je dirais, notre Matrix, dans le fond, on a des canaux IRC, puis Matrix. Notre canal IRC, c'est davantage pour le commun des mortels qui contribue à PostmarketOS, tandis que Matrix, c'est plus pour la communication entre les contributeurs de confiance et les contributeurs plus centraux. Donc, ça, c'est le même qu'on communique principalement, ainsi que chaque contributeur un courriel, mais ça, c'est plus utilisé pour communiquer qu'il y a une décision qui est soumise à vote, à un vote, qu'on invite tous et toutes à y participer pour qu'on ait quorum sur cette décision-là. Ça, c'est un autre aspect aussi à mettre au clair. On a aussi toute décision est soumise à un quorum de 25%.
Donc, tu sais, c'est vraiment pour souligner à quel point on a des attentes envers nous-mêmes relatifs à l'aspect démocratique de notre projet. Dans toute l'équipe, là, par exemple, Rani, toi, tu as plutôt un profil sur le projet artistique, où tu fais pas forcément du code. Il y a différents types de profils. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil des gens qui sont là? Je pense qu'il y a des gens très techniques, des gens peut-être un peu moins. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, donc on a des gens divers en effet. Donc, en fait, le parti artistique est vraiment plutôt petit, mais je sais que par exemple, on a un contributeur d'ICASP qui fait que les fonds d'écran, fait des très jolis fonds d'écran. Et puis de temps en temps, on a des contributeurs qui viennent pour mettre des stickers ou d'autres fonds d'écran. J'avais aussi travaillé avec une personne on a travaillé ensemble pour faire un nouveau mascotte ou français, je crois, un Oui, mascotte, meilleur. c'est ça, ouais. Mascotte, ok. Oui, de faire un nouveau mascotte. Donc, nous espérons de pouvoir avoir un nouveau mascotte quand le nouveau nom du projet sort dans le futur. Malheureusement, on peut pas dire grand-chose sur ça pour l'instant, mais ça va arriver. Et donc, oui, n'importe qui peut joindre. Je sais aussi, par exemple, côté non technique, Antoine pourrait dire plus sur cela, mais des gens qui travaillent sur le gouvernance et le finance. Attends, pourquoi vous voulez changer de nom? Pourquoi PostMarketOS, pourquoi changer ce nom-là? On veut éventuellement changer notre nom parce que un post-marketer c'est un peu long. On trouve que le nom n'est pas très joli et on veut dépasser de l'idée qu'on est coincé sur que les appareils qui sont vieux. Parce que maintenant on fait du support pour les nouveaux appareils comme le Fairphone. On veut éventuellement dans le futur là, mais peut-être travailler avec des fabricants de téléphones et donc on veut dépasser de cette idée que PostMarketOS est que pour les appareils plus vieux et on veut faire un nouveau nom. Donc, ça nous a pris un peu de temps de décider. On a trouvé un nom. Malheureusement, on n'a pas encore finalisé le truc de trademark, mais en principe, ça devrait arriver, j'espère, bientôt. On verra. Ça prend du temps, ces choses-là, mais voilà. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben, je pourrais aussi mentionner comment on gère les fréquences de sortie. Comme c'est aussi un aspect important de notre fonctionnement. Puisque notre upstream, c'est Alpine Linux, on suit donc la sortie d'Alpine Linux. Donc, chaque version de PostMarketOS est rattachée à la dernière version stable de Alpine. Donc, par exemple, en ce moment, on attend toujours la sortie d'Alpine Linux, soit version 3.24, pour ensuite commencer la phase de test de PostMarketOS version 26.06, nous permettant finalement de faire une sortie. Généralement à peu près un mois plus tard que Alpine Linux. Et donc, ça veut dire que les sorties passent aux 6 mois et on a toujours une canal de Edge qu'on appelle, là, soit un canal qui est toujours, comme en cours de développement. Merci. J'ai pas posé la question au départ, mais pourquoi s'être basé sur Alpine Linux? Je pense qu'on l'avait fait à Alpine Linux parce que Alpine Linux est un système qui est très léger. Et pour les téléphones, ça c'est extrêmement important parce que surtout les téléphones vieux, quelque chose qui n'est pas léger ne marchera pas. Oui, puis je rajouterais là-dessus que peut-être c'est le maineur de paquets en moi qui parle d'Alpine Linux, mais je trouve le gestionnaire de paquets d'Alpine Linux très élégant. Les définitions de paquets sont très accessibles. C'est mon impression, là. Rani, je ne sais pas si tu pourrais me confirmer, mais mon impression, c'est également que ça, durant la confection de l'infrastructure, nécessairement une infrastructure qui doit soutenir plusieurs différents types de processeurs, soit x86, ARM, ARM32, ARM64, RISC-V, etc. Il y a peu de distributions qui est en mesure d'offrir une infrastructure si dynamique puis si accessible, comme le principe KISS, Keep It Simple Stupid de Arch Linux, ça, en tout cas pour moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à contribuer à Alpine Linux. C'est une des raisons pourquoi PostMarketOS semblait très attrayant. Je trouve que c'est très élégant comme infrastructure de compilation et de gestion de paquets. Dans l'épisode général sur Linux sur mobile, à un moment, Arnaud, il parle de différents projets qui sont portés par PostMarketOS. Il parle par exemple de 81 VoltD. Vous avez des sous-projets qui sont créés à travers PostMarketOS qui ensuite derrière vont profiter au reste de l'écosystème?
L'idée, c'est que les personnes qui contribuent à PostmarketOS aient une liberté à mettre en place des projets qui peuvent être utiles par d'autres projets. 81 VoLTE, c'est un exemple. Un projet qu'on vient juste d'annoncer, un financement pour, c'est Q6 VoiceD. J'ignore les détails techniques, là, mais ça permet à des appareils basés sur Qualcomm, je pense bien, à gérer des appels audio. Donc, oui, lorsqu'il y a des développeurs parmi nous qui veulent faire avancer des projets, ils sont en mesure de s'organiser, utiliser l'infrastructure au minimum de PostmarketOS, ainsi que, ben, comme on l'a vu dans le cas de Q6 VoiceD, de proposer un budget débloquer un budget qui permet le développement finalement. Et tout ça dans une perspective que ça soit utile pour d'autres projets. On reparlera tout à l'heure du financement parce que c'est très intéressant. Je voulais parler du packaging des applications. Donc là, on a parlé d'Alpine Linux. Quand tu lances le magasin d'applications de Postmarket, tu as plusieurs sources pour avoir tes applications. Je voulais que vous en disiez deux mots, de savoir quelles sont les différentes sources qu'on a pour récupérer les packages et les installer sur son téléphone ou sur sa tablette. Oui, oui, je dirais que la source principale, et donc c'est le repository principal de Alpine Linux. En fait, lorsque tu fais, mettons, APK add Firefox, par exemple, il va le chercher directement sur les repositories de Alpine Linux. Et donc, pour tout ce qui est le reste, c'est-à-dire les kernels spécifiques qu'on utilise, là, on va chercher dans nos propres repos que nous, on compile nous-mêmes. Alors, nécessairement, on n'a pas d'autres repos officiels à proposer autres que ça. Il y a également Flatpak là, qui est utilisé pour certaines applications comme qui ne sont pas qui sont pas intégrées dans Alpine Linux. En tout cas, moi personnellement, je suis le maintainer pour le paquet Electron qui est utilisé par plusieurs applications de desktop comme Signal, VS Codium, mais je suis le maintainer, mais c'est un paquet qui est excessivement difficile à maintenir étant je vais blâmer Google ici, là, mais à cause. Mais bref, c'est assez complexe comme programme. C'est pour ça que c'est encore dans le testing repository, donc qui n'est pas encore finalement soutenu pour les sorties stables. Et donc, nécessairement, ça veut dire que PostmarketOS, on dépend aussi de paquets Flatpak pour certaines des fonctionnalités end-user, là, comme Signal, par exemple. À moins que le monde veuille tester le paquet Signal, là. En tout cas, je suis aussi le mainteneur pour ça. Puis, à date, ça tient très bien. Mais après, des fois, on ne le sait pas parce que, en tout cas, on invite le monde à dire quand les choses brisent. Hein? C'est intéressant. Il y a un paquet Alpine Linux pour Signal. Et Oui, donc en testing, c'est ça que tu dis? c'est exact, ouais. J'essaie d'améliorer l'écosystème, le support pour Electron, puis les applications dérivées d'Electron pour justement être en mesure de soutenir cela directement sur PostmarketOS sans passer par Flatpak. Mais ça demande quand même beaucoup de temps parce que c'est un cycle de développement Electron qui est très, très vite. Puis ça, pour quelqu'un comme moi qui donne son temps gratuitement, j'arrive pas toujours à suivre. Dans le cadre de ce processus de packaging, en m'intéressant par exemple à UbiPorts, donc aux gens qui travaillent sur Ubuntu Touch, l'exemple de Signal par exemple, il y a Fla de Framasoft que j'ai interviewé qui m'a pointé vers des commits où en fait eux ils ont des patchs typiquement pour Signal pour rendre responsive l'interface quoi. C'est pas quelque chose que vous faites sur Postmarket. Vous allez plutôt essayer de travailler upstream directement, enfin, ou de remonter les bugs pour que ça soit corrigé par l'application. Notre politique, c'est de vraiment s'attacher au upstream le plus que possible. Et donc, lorsqu'il y a l'intégration de patch qui fait des grands changements, c'est vraiment plus ad hoc, c'est vraiment plus temporaire. Il ne faut pas finalement créer une dynamique dans laquelle on crée notre propre version de quelque chose. Puis ça, c'est aussi la tendance, la politique d'Alpine Linux en cette matière. Les paquets qu'on a dans PM Report, c'est principalement des choses spécifiques pour les téléphones ou certaines machines. Toutes les applications, on a tendance de toujours faire upstream dans Alpine. Comme ça, tout le monde peut en bénéficier. Quand on package une application pour Alpine Linux, il n'y a pas de différence entre la version mobile et la version desktop, quoi. C'est les mêmes versions, quoi. Exactement, okay. C'est les mêmes versions. Donc, c'est pour ça qu'on encourage vraiment les projets upstream. On travaille dans le sens que les projets upstream puissent justement, de façon dynamique, être plus vers mobile. Cela dit, il y a comme une exception, je pense qu'il vaut la peine d'être mentionné. Puis ça, c'est de mémoire, c'est le Firefox Mobile Config, qui est une configuration mobile que nous, au sein de PostmarketOS, on soutient pour être en mesure de rendre dynamique Firefox puisse s'adapter à des écrans plus petits.
Ça, c'est une exception, cette règle-là. Mais il me semble que ça, c'est aussi un projet qui est maintenu dans une telle manière que d'autres projets peuvent l'utiliser, d'autres distributions mobiles Linux. Et puis aussi, les environnements desktop sont aussi dans PMI Ports, je pense. Voilà, à part ça, les paquets pour les machines individuelles, tout est upstream. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser la question de savoir quels environnements de bureau, lesquels vous supportez. Parce qu'on a parlé de Plasma Mobile, on a parlé de GNOME. Qu'est-ce qu'il y a qui est disponible dans Postmarket? Oui, donc on a pas mal. On a Foch, qui est à base de GNOME. Il y a Plasma Mobile, qui est à base de Kali, bien sûr, Plasma. Il y a ASXMO, qui est un environnement assez intéressant, qui est Tiling. Je sais pas comment on dit en français tiling. Il y a GNOME Mobile, qui est basé sur GNOME, bien sûr. Il y a d'autres comme Lemery, XFCE. Bon, après, on a ajouté des environnements pour les écrans plus grands. Donc, il y a comme Cosmic, Sway, i3WM, Mate. On a même support pour Plasma Big Screen, Kodi. Donc, on a plein d'environnements pour toutes différentes fonctions. Et c'est chose que j'aime beaucoup avec PostmarkOS, c'est que puisque c'est juste un paquet, on peut en fait supporter presque n'importe quelle configuration de téléphone et avec n'importe environnement pour le faire marcher avec. Mais il y a quand même des gens qui sont responsables du fait que ça s'intègre bien. Je veux dire, il y a une personne qui est en charge, par exemple, de tout ce qui est KDE Mobile, comme une personne qui est en charge de Foch, par exemple. Ouais. Ah, ça fait du monde. Ça fait du monde pour supporter tout ça. Ouais, tout à fait. Il me semble que même les équipes, a priori, mainteneur qui a le mandat de maintenir, mettons, SXMO, mais il y a des équipes qui se développent autour de ces interfaces-là pour être en mesure aussi de coordonner avec Upstream pour comme développer améliorer finalement le projet. Mais oui, il y a beaucoup de personnes autour du projet, d'où la nécessité, il y a quelques années, de retravailler la gouvernance pour être en mesure de nous organiser finalement pour être en mesure d'accueillir un grand nombre de personnes. Mais tous les environnements, ils sont supportés de la même manière ou est-ce qu'il y a des environnements, on va dire, qui sont plus importants que d'autres? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait plutôt KDE Mobile, Foch et peut-être XMO, je sais pas. Mhm. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont les plus maintenus et les plus mis en avant? Ou pas plus que... Ouais. Ouais, généralement, ils ont le meilleur support pour les téléphones. Surtout Foch, par exemple, parce que c'est travaillé par Purism, je pense. Donc, ils ont vraiment une équipe dédiée à travailler sur le logiciel. Et puis, oui, d'autres, comme je sais, Cosmic, qui est juste maintenu par Clayton. Et donc, le support est moins bien, mais ça marche aussi. Donc, ouais, je dirais peut-être Foch, GNOME Mobile, Plasma Mobile, et peut-être un peu de SXMO, c'est vraiment les environnements principaux qu'on supporte. Je voulais que vous parliez quelques minutes du système de testing. Parce que au FOSDEM cette année, il y a eu une conférence dessus qui a été assez incroyable, je trouve, où justement l'équipe expliquait le système de testing matériel qu'ils ont mis en place. Je sais pas lequel de vous deux va en parler, Antoine, peut-être? On a deux parties sur les systèmes. Donc, il y a la partie équipe qu'Antoine pourrait parler, puis il y a la partie, en effet, comme vous avez dit, de FOSDEM, que je pourrais parler un peu. Vas-y, si tu veux commencer, Rani. Et puis comme ça, Antoine, il continuera. Comme vous avez dit, à FOSDEM, on avait cette présentation sur Hardware CI. Donc, c'est une chose qu'on est vraiment content d'avoir fait et on est toujours en train de faire. C'est un système qui permet de tester les téléphones ou n'importe quel appareil avec le GitLab CI. Donc, comment ça marche, c'est que donc disons par exemple un téléphone, on veut tester une nouvelle version de Linux dessus avec des patchs qu'on a fait. Et donc, le téléphone est attaché à un harnais qu'on a créé nous-mêmes. Donc, on a un harnais qui est d'ailleurs libre. Donc, si vous voulez commander votre propre harnais, toutes les instructions sont sur Git. Et cet harnais, d'abord, il donne du courant au téléphone parce qu'on veut pas que, en testant le téléphone pendant plusieurs années, qu'on utilise la batterie parce que éventuellement ça va gonfler et c'est un risque d'incendie. Donc, le harnais fournit de courant au téléphone et ensuite se connecte aussi aux portes USB pour délivrer l'image à tester. Donc, le téléphone lui-même utilise U-Boot ou Fastboot et peut recevoir l'image
le harnais hardware et ensuite relié à un serveur. Donc, ça peut être un Raspberry Pi ou n'importe quoi qui est en train de marcher avec CItron. Donc, CItron, c'est un programme qui communique entre GitLab et le téléphone. Et c'est un projet qui est utilisé, par exemple, par Valve pour tester leur Steam Deck. Donc, ce que CItron fait, c'est que ça reçoit l'image et puis ça le donne au téléphone et puis ça reprend les résultats du test et ça donne le résultat au GitLab. Et puis sur le côté GitLab, on peut faire fonctionner les tests automatiquement. Donc, par exemple, avec l'exemple d'avoir un nouveau noyau de Linux, si tu mets un nouveau noyau avec un nouveau paquet dans PMA-Ports, ça peut automatiquement le tester. Donc, ça te compile le paquet de Linux, ça l'envoie au téléphone, le téléphone le fait fonctionner, soit ça marche pas. S'il y a des problèmes, ça te dit qu'il y a des problèmes. Si ça marche, ça marche. Éventuellement, on veut ajouter des tests pour les choses, par exemple, caméra. Donc, l'idée, c'est que tu pourrais dire, si tu as fait des changements dans LED camera ou quelque chose qui fait marcher la caméra sur le téléphone, ça pourrait prendre une photo, puis ça t'envoyer le photo que ça a pris pour voir que si ça marchait ou pas. Je sais que quelqu'un avait aussi, par exemple, fait un test pour le téléphone. Donc, les appels. Oui, voilà, les appels. Le téléphone envoie un appel à un numéro sur Internet et il y a un speaker qui est attaché qui ensuite envoie un enregistrement dans le téléphone et l'enregistrement ensuite on veut comparer si l'enregistrement est bon et voir si l'appareil peut aussi retransmettre un enregistrement et écouter si pour voir la qualité du son et si le son marche. Donc cela permet de faire en fait les tests sur les téléphones physiques d'une façon automatique qui ensuite permettra d'avoir beaucoup moins de bugs et de faire les choses beaucoup plus vite puisque c'est tout automatisé. Super intéressant. Donc ça veut dire que les gens qui testent, ils sont pas physiquement à côté des appareils, quoi. Ça passe par Internet. Oui, ça passe par Internet. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est puisqu'on peut juste envoyer le PCB, le harnais, n'importe qui peut contribuer leur appareil au testing. Donc, par exemple, si moi j'ai un appareil, moi j'ai le PinePhone Pro, je pourrais prendre un harnais, je pourrais mettre le PinePhone Pro. Donc ensuite, si quelqu'un veut tester quelque chose sur GitLab, eux ils ont pas un PinePhone Pro, mais moi j'en ai, je peux tester pour eux. Et puis ensuite, on peut envoyer ça à quelqu'un d'autre qui a un OnePlus 6. Je pense qu'on a envoyé des harnais dans quelques hackerspace en Allemagne qui vont relier à être des téléphones. Et donc, ça permet de tester n'importe où dans le monde, avec n'importe qui, avec n'importe quel téléphone. Même si tu n'as pas le téléphone toi-même, tu peux le tester. C'est génial parce que ça, c'est un vrai problème. Et j'écoutais justement une conférence de gens d'Ubuntu Touch où ils disaient que le problème, c'était que si tu n'as pas le téléphone, en fait, tu peux pas faire un port parce que tu n'as pas le téléphone physiquement sous la main, quoi. Donc là, vous avez résolu comme ça le système, quoi. Ça, c'est génial. Ouais. Antoine, tu voulais rajouter, pour accompagner cette infrastructure-là. Et ça, parce que c'est tout nouveau, hein, donc ça fait bien longtemps qu'on doit réfléchir les pratiques de test des appareils. On a une équipe, telle que mentionné tantôt, on a une équipe qui coordonne les tests à chaque sortie de version. Donc, on se prévoit avant chaque sortie une semaine complète de tests où est-ce qu'on invite le comité test à tester les versions, à la nouvelle version. Donc, on a aussi dans GitLab un issue qui est vraiment qui est comme une liste, un checklist là, à compléter. Et donc, où est-ce que les mainteneurs de ces appareils-là sont inclus. Et donc, on est en mesure de vraiment assurer qu'au minimum, l'appareil est en mesure de s'initialiser. Et c'est souvent là qu'on découvre qu'on a brisé quelque chose depuis la dernière version, puis qu'on est en mesure d'ensuite mettre en place des fixes avant la sortie. Et c'est là aussi qu'on teste les interfaces de façon plus délibérée. Donc, l'équipe, les mainteneurs de l'interface est en mesure de le tester et ainsi d'autres personnes aussi. Chaque sortie, on a on a beaucoup de gens qui essaient la nouvelle version de PostmarketOS et qui testent toute l'interface, etc. Donc, chaque sortie, c'est un gros coordination entre beaucoup de gens de tester tout ça et faire sûr que tout fonctionne. Donc ça veut dire que
quand vous décidez que vous faites un espèce de freeze, quoi, enfin, je sais pas comment ça marche, mais vous dites aux gens, vous prenez la version Edge et vous testez ou il y a enfin, comment ça marche? Ouais, donc on fait a priori un freeze, donc on fork l'état actuel de Edge et on invite les personnes à tester les images qui ressortent de ce premier, on va dire, release candidate. Ensuite, on applique la résolution de ces bugs-là au sein de Edge qu'on ensuite applique, on backport sur la version que l'on est en train de tester. Et donc, ça permet de explicitement annoncer à l'équipe qu'on ne développe plus de nouvelles fonctionnalités, on est juste en phase testing. Généralement, comme je dis tantôt, ça dure 1 à 2 semaines, des fois un peu plus longtemps, dépendant de s'il y a des fonctionnalités vraiment brisées qu'il faut être en mesure de résoudre. J'avais fait une partie sur la gouvernance de PostmarketOS, mais je pense qu'on en a pas mal parlé un peu avant. Je sais pas si vous avez des choses supplémentaires à dire qu'on n'aurait pas dit? Je pourrais peut-être partager un peu nos horizons pour la gouvernance. Que ça, donc là, on est vraiment, donc on a déjà dit beaucoup sur comment on fonctionne, mais évidemment, nous, on vise des horizons dans lesquels, peut-être c'est pas évident, là, mais je vais le dire, là, on vise des horizons dans lesquels tous et toutes utilisateuristes de PostmarketOS peuvent participer dans la gouvernance du projet. Donc, ça veut dire que, on veut pas que la condition de participer au projet soit tes capacités techniques. On veut être en mesure que la direction du projet soit démocratique et accessible. Donc, c'est pour ça que en ce moment, on est en train de se créer en tant qu'organisme à but non lucratif au sein de la Belgique. On est dans le processus d'écrire notre première version de notre charte. Donc, ça, c'est du travail a priori pour répondre aux obligations reliées à une demande de bourse au sein de l'Union européenne, mais aussi pour être en mesure éventuellement d'ouvrir notre base de membres à des personnes utilisatrices. Ça, si on en suit, c'est de créer une entité légale qui est au sein que c'est l'équipe qui est membre pour éventuellement ouvrir. Éventuellement, j'aimerais voir ça d'ici 1 à 2 ans, mais on verra. Et donc, ça, c'est les horizons qu'on imagine. Et donc, là, on est en train d'intégrer la pratique actuelle au sein d'une charte qui est légalement, évidemment, renforçable, avec un conseil d'administration pour créer finalement une espèce de pouvoir partagé entre ceux et celles qui ont une capacité technique et une expérience technique pour avancer les choses et un conseil d'administration qui est redevable démocratiquement à la base. Et donc, pour éviter cet enjeu que du moins personnellement, j'ai constaté dans l'écosystème, où est-ce que finalement, c'est plus les personnes ayant les capacités techniques qui mènent le projet. Ça crée un contexte, une structure plus méritocratique, technocratique, qui n'est pas en soi problématique. Mais si on veut que la plus grande quantité de personnes qui vont nécessairement être downstream ou qui vont être nécessairement affectées par les décisions de l'équipe, ben on veut une contrebalance démocratique. Donc, c'est là en ce moment la vision de gouvernance qu'on est en train d'articuler pour ainsi, finalement, pas juste libérer nos appareils, mais libérer les personnes qui utilisent ces appareils. Une question et une remarque. Pour la remarque, pour les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés, on parle des fondations ou des associations en Belgique et le rôle particulier qu'ont les AISBL et ce genre de ça. Vous pouvez écouter l'épisode sur le RP Triton et aussi l'épisode sur la fondation Eclipse. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais il y a pas mal de sujets là-dedans sur pourquoi la Belgique, pourquoi c'est spécifique, etc. Et ma question, c'est est-ce que vous vous êtes inspiré ou est-ce que vous inspirez au niveau de la gouvernance de projets existants? Oui, beaucoup de notre travail de recherche avant de travailler sur la charte vient de FreeCAD, de GNOME Foundation, de KDE. On s'inspire beaucoup de ce qui se fait déjà. Et aussi d'y intégrer nos propres innovations en matière de gouvernance, comme le programme de contributeurs de confiance. Vous n'avez pas parlé de ce programme-là. En quoi il consiste? Rani, peut-être, est-ce que tu veux en dire 2 mots? Qu'est-ce que c'est ce Trusted Contributors? Le contributeur de confiance, c'est un programme qui, si tu as travaillé assez dans PostmarketOS, tu peux soumettre un demande de faire partie de ce groupe-là. C'est documenté dans notre docs, doc.postmarketos.org. Cela permet ensuite d'avoir un groupe de personnes qui contribuent à l'organisation, à l'administration et ils peuvent voter sur les décisions du projet. Éventuellement, je pense, l'idée, c'est qu'on va faire que tout le monde soit des contributeurs de confiance
et de ne plus avoir les contributeurs de corps. L'idée, c'est vraiment comme ça, on est tous démocratiques et cela permet d'avoir plus de personnes qu'on a confiance, d'avoir plus de personnes, de pouvoir participer et faire les décisions. Donc, L'heure tourne, on va un petit peu avancer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va certainement un peu déborder, mais c'est pas grave. Je voudrais qu'on parle de la communauté de PostMarketOS et la manière dont vous communiquez aussi à la communauté. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous savez de votre communauté? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a plus de gens de la communauté? oui, donc je dirais en général, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui viennent de l'Europe parce qu'il y a une culture plus large sur les logiciels libres. Il y a un peu sur le côté ouest de l'Amérique. Sur le côté est, où j'habite, il y a pas grand-chose. C'est une chose que je plains beaucoup de moi-même. Mais oui, c'est je dirais principalement en Europe qu'on a des gens de la communauté, mais quand même, PostMarketOS reste un projet international. Donc, je sais très bien qu'on a, par exemple, des gens au Japon, Chine, peut-être, je sais pas, Amérique, puis Europe, et certainement d'autres. Je pense qu'il y en a quelques gens de l'Amérique du Sud que je vois de temps en temps. Mais oui, n'importe qui peut joindre dans notre communauté. Est-ce que vous avez des événements dans lesquels vous pouvez vous retrouver? Comme là, par exemple, il y avait des gens qui se sont retrouvés à Bruxelles, au FOSDEM. Est-ce que vous avez des événements un peu habituels ou enfin, comment ça s'organise pour pouvoir justement physiquement se rencontrer entre contributeurs? Alors là, je peux dire grande nouvelle. Nous sommes en train en ce moment d'organiser une conférence à l'université de Aachen en Allemagne le 25 au 27 décembre. C'est une conférence de PostMarketOS et Alpine, donc spécifiquement pour nous. Et donc, on invite tout le monde à nous joindre. Les tickets sont disponibles en ligne sur notre site. C'est la première fois qu'on fait ça à Aachen en septembre. Sinon, généralement, on se réunit tous les ans à FOSDEM et on a toujours un hackathon qui se passe les jours suivants FOSDEM pour se rencontrer en plus et faire des décisions sur la direction du projet. Donc, FOSDEM, ça nous donne une bonne opportunité de se rencontrer, tout le monde. Nous avons aussi pas mal de membres du projet qui vont à des conférences individuellement. Donc, je sais que récemment, Luca et Pablo sont allés à Nice pour Embedded Recipes. Donc, ils ont fait un talk sur le hardware CI. Moi-même, je serai à DEF CON à Las Vegas en août. Donc, si vous êtes à DEF CON, dis bonjour. Et d'ailleurs, je vais aussi dire, si vous êtes dans la communauté de PostMarketOS, même si vous n'êtes pas un membre de l'équipe, vous pouvez vous-même représenter PostMarketOS à une conférence. Tout ce qu'on demande, c'est d'être respectueux et de respecter le code de conduite. Mais sinon, on peut vous envoyer des stickers pour distribuer. Et là, c'est où je dis que vraiment PostMarketOS est un projet de communauté. Donc voilà, si vous allez dans cette conférence, on aime toujours rencontrer les gens. 25 au 27 septembre, hein. C'est pas décembre, hein. Oui, septembre. Ouais, sur le site, c'est écrit septembre. Parce que tu avais dit décembre, hein, c'est pour ça. Ah bon, mince. Je me suis dit, ah, ça a changé? Ok. Oui, non, le 25 au 27 septembre, ouais. Désolé. Super intéressant. Et la question que je me posais, c'est par exemple, Luca, il travaille chez Fairphone. Est-ce que dans la communauté, il y a d'autres gens qui travaillent chez des fabricants de téléphones ou chez des sous-traitants qui travaillent? Enfin, bref, est-ce qu'il y a des gens de l'industrie qui d'ailleurs potentiellement ont accès à du savoir-faire, des documents, enfin bref, je sais pas, qui peuvent aider quoi? Est-ce qu'il y a des gens de l'industrie qui sont dans la communauté de PostMarketOS? Là, je sais pas trop. Je sais que surtout Lucas, il fait partie de l'équipe. Après ça, je ne saurais pas trop. Je sais certainement dans certains projets upstream, il y a des gens qui font partie de l'industrie, qui est normal. Nous travaillons aussi avec Sender of Linux, qui est un petite entreprise en Amérique qui vendent des téléphones. Donc, si tu veux acheter un OnePlus 6 avec PostMarketOS déjà dessus, tu peux aller à Sender of Linux. Mais sinon, à ce que je sache, non, pas vraiment. Donc, oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, joignez. Vous, en tant que projet PostMarketOS, comment est-ce que vous communiquez? Vous utilisez quels réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une newsletter? Enfin voilà, comment est-ce que vous vous organisez pour communiquer à travers, enfin vis-à-vis de votre communauté, quoi?
Donc les choses, les annonces et les informations, nous mettons sur Mastodon. Donc on a un compte Mastodon, aussi certaines choses, par exemple, je pense en ce moment il devrait y avoir le vote pour le fond d'écran sur Mastodon. Nous avons aussi un communauté l'AMI, je pense, qui n'est pas utilisé beaucoup, mais ça existe. Et puis bien sûr Matrix, où on fait beaucoup de notre développement, notre support. Donc tout ça se passe à travers Matrix. Et puis chaque mois, ou non, chaque mois, chaque 2 semaines, je sais plus, chaque mois je pense, oui. Nous avons notre blog qui parle de tout ce qui s'est passé dans le mois précédent dans PostMarketOS. Donc c'est principalement Oli qui l'écrit avec des gens qui lui aident. Donc chaque mois on a cette blog. Et puis bien sûr on a les podcasts. Donc on a un podcast nous-mêmes pour PostMarketOS. Cet été je vais aussi essayer de faire plus de marketing pour PostMarketOS. Donc, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés à faire un podcast avec nous, écrivez-moi un message. Si tu peux trouver mon adresse mail sur le page team. Aussi, puis les conférences, bien sûr. Donc, voilà. Une petite précision pour les gens qui ne seraient pas au courant, l'EMI, c'est une alternative à Reddit qui fait partie du fait divers. Antoine, est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas sur cette partie-là de la communauté et des moyens de communication? Non, Rani a tout dit. Ok, alors je voudrais qu'on passe à l'autre gros morceau, c'est le financement. Parce que vous êtes bénévole comme je pense tout le monde dans l'équipe. Qui finance PostMarketOS? Antoine? A priori, tout le monde dans l'équipe sont bénévoles. Il n'y a pas une permanence ou des employés permanentes. Et la totalité de notre financement, en fait, vient soit de dons, contributions automatiques de la communauté, soit par des subventions. Et donc, à cause de ça, ben finalement, on a des financements assez limités. Cela dit, donc la totalité de tout ça s'en va soit dans l'infrastructure et soit dans des coûts fixes de ce genre-là, des coûts d'événements, etc., ainsi aussi pour subventionner des projets. Où est-ce que là, les personnes sont en mesure de débloquer du temps pour être en mesure d'avancer les projets plus spécifiques. Même que principalement, on gère notre argent. Tout ça, c'est géré sur une plateforme qui s'appelle Open Collective, qui est une plateforme de gestion de budget collectif qui adhère au principe de transparence radicale. Tout a l'air ouvert, n'importe qui contribue, soit par un don récurrent ou d'une fois, là, peuvent voir finalement comment l'argent est utilisé. Ça adhère vraiment, ça résonne beaucoup avec notre approche démocratique. Cela dit, l'année dernière, on avait eu beaucoup plus de dons que prévu. On avait prévu un budget, puis on avait donc un surplus. Et la façon qu'on a décidé d'utiliser ce surplus-là, c'est en créant un programme de soutien financier aux personnes qui contribuent au projet, soit le terme en anglais exact, c'est le Contributor Support Program. C'était un projet pilote. On voulait voir comment ça fonctionnait pour finalement, de notre surplus, soutenir les tâches plus nécessaires pour le fonctionnement du projet et pour assurer que ce soit toujours fait de façon démocratique. Justement, au sein de nos blogs par mois, on a un rapport de comment cet argent-là est utilisé, par qui. Donc, ici, on parle beaucoup de projets, justement, beaucoup de gouvernance qui a été menée par Pablo, a été fait à travers ce programme-là. Clayton, à travers le projet d'Uranium, là, qui est un projet pour permettre des mises à jour, qu'on dit atomiques, c'est-à-dire que si un bris, on peut retourner une version en arrière. Et Stéphane sur le PM Bootstrap, sur le développement des outils, etc., etc. C'est juste quelques exemples, mais ça, c'est quelque chose qu'on a tenté à faire pour permettre à débloquer plus de temps pour les choses nécessitant, ou est-ce que lorsqu'il y a des besoins collectifs que l'équipe identifie. Bon, le programme a fini parce que là, tout le surplus est utilisé. Pour l'instant, on est en train de faire une réflexion sur qu'est-ce qu'on a aimé de ce programme-là, qu'est-ce qu'on peut changer pour, si, mettons, on a des surplus pour l'année prochaine. Vous avez aussi des dons de la Fondation Annelnet. Oui, tout à fait. On fait des demandes de subventions à comme NLNet. L'année passée, on a eu une subvention importante de NLNet. Puis là, on est dans le processus on a fait une demande également au sein de la Commission européenne.
pour finalement qu'on puisse débloquer davantage de temps au sein de notre équipe pour avancer le projet. Pareil, j'invite les auditrices et les auditeurs, si vous êtes que vous connaissez pas NLNet, ça devient un peu dur si vous écoutez depuis longtemps le podcast parce que je pense que j'en parle à pas tous les épisodes mais presque. Mais je vous invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec Loen de NLNet qui explique tout ça en détail. C'est assez passionnant. Ok, donc des dons qui vous permettent de dégager du temps de personnes pour travailler sur le projet, quoi. Exact. Ok. Les financements, ils sont que européens ou vous pouvez aussi aller chercher des financements dans d'autres pays? Je pense en Amérique du Nord, par exemple. Actuellement, les subventions qu'on est allé chercher sont davantage européennes, tout simplement parce que l'écosystème européen est beaucoup plus aligné avec soutenir des projets open, de logiciels libres. Malheureusement, en Amérique du Nord, on est bien en retard à cet effet. On l'a bien vu, on est. En tout cas, je vais rentrer dans. J'aime bien l'Europe. Je pense qu'il y a bien des choses que vous faites mieux qu'ici, mais je vais vous épargner mes critiques de chez nous. Et voilà. Par contre, j'ai pas les nombres au niveau des dons de particuliers. Ça, je sais pas. J'imagine que ça va être davantage des personnes en Europe également, puisque le projet a tendance à être plus centré autour de chez vous, finalement. On en a parlé en tout début, en introduction, mais est-ce qu'il y a des projets avec lesquels vous collaborez le plus? Je pense par exemple, dans un des épisodes précédents, Arnaud disait que Mobian, il était beaucoup en contact avec les gens de PostmarketOS. Et je vois par exemple, je donne aussi comme exemple, j'ai vu passer sur Mastodon en fin d'année dernière que il y avait, alors je sais pas si ça a été libéré, comment ça s'est passé, mais les gens de SelfishOS qui avaient dû libérer la pile USB et qu'elle a été récupérée par Postmarket et que non, dans Edge, quand tu branches ton téléphone, t'as des options supplémentaires que tu n'avais pas avant. Comment est-ce que vous avez des grandes contributions avec d'autres projets? Puisqu'on a cette politique de vraiment travailler upstream, ça veut dire que de manière, on a tendance de vraiment collaborer avec d'autres projets. Et en fait, je pense comme beaucoup de notre contributeurs de PostmarketOS, ils travaillent beaucoup upstream. Donc, bien sûr, on travaille avec les environnements, donc comme Plasma Mobile. Je pense que c'est manu par Bart, qui est dans notre équipe, mais il travaille aussi upstream. Frosh, bien sûr, GNOME Mobile. Ensuite, comme vous avez dit, il y a ces projets des fois sur certains appareils spécifiques. Donc, par exemple, il y a une équipe pour le SoC de Snapdragon, le MS, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a comme ça des projets qui travaillent sur certains appareils individuels pour le bénéfice de tous les projets à base de Linux. Hein. Et puis ensuite, on travaille avec d'autres projets. Par exemple, Hardware CA, c'était fait avec Martin qui pour le CI-Tron. On fait d'autres choses avec, par exemple, LibCamera, donc toutes choses de caméra, je pense. Il y avait une personne dans notre équipe qui travaille un peu sur ça. Oui. Ouais, donc puisque PostmarketOS a tellement de choses upstream, forcément, en fait, on est toujours en train de travailler avec d'autres. Je voulais savoir si vous aviez des contacts avec l'industrie, comme là, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait aux États-Unis un magasin ou quelqu'un qui fournissait des téléphones avec PostmarketOS installé. Est-ce que vous avez des contacts avec les fabricants de téléphones ou avec... Enfin voilà, je sais pas. Oui, donc en effet, on a ce petit programme-là avec Sender of Linux, qui est un magasin en ligne pour le OnePlus 6. Ensuite, je sais que dans le passé, on avait un programme avec Pine64, aussi Fairphone, à cause de Lucas. Donc, sinon, je sais de temps en temps, il y a des fabricants qui nous offrent à envoyer leurs appareils. Il y avait un nouveau appareil qui est apparu il y a peut-être 6 mois ou 1 an, je sais plus entièrement, mais ils nous avaient proposé d'envoyer des appareils à nos développeurs. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait. On n'a pas tellement de connexions, mais on essaye de toujours accueillir et voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message, comme toujours. Je vous propose de passer à la conclusion. Avant de vous laisser le mot de la fin, vous aviez ajouté dans la trame comment contribuer pour celles et ceux qui le désirent. Très bonne question à laquelle j'avais pas pensé. Alors je vous laisse répondre à comment, si moi j'ai envie de contribuer, comment est-ce que je fais pour contribuer à PostmarketOS? Ouais, donc voilà, si tu veux contribuer, on a plein de différents endroits à contribuer. Donc ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du testing, tu peux joindre à notre équipe de testing.
Les détails sont, je pense, sur le wiki, ou sinon vous pouvez aller sur le page de PostmarketOS contribuer. Il y a un bouton pour contribuer. On essaie aussi en ce moment de permettre les gens plus non techniques à y contribuer. Donc, parce que bien sûr, il y a aussi, par exemple, le packaging. Et ça, c'est l'autre chose que je viens de dire. Il y a le packaging. Donc, si vous êtes intéressé dans ça ou des choses de hardware, des choses du noyau Linux ou des drivers. Voilà, si vous êtes une personne technique, il y a plein de choses à faire. Pour les gens plus non techniques, en ce moment, je suis en train d'essayer de rendre les contributions non techniques plus faciles. Donc, en principe, bientôt, on devrait avoir une section sur notre site pour diverses tâches. Donc, il sera comme des tâches de marketing, de communication, de finance, de gouvernance. Donc, voilà, si vous êtes une personne non technique, bientôt, on devrait avoir une section sur notre site qui permet de trouver des tâches avec une personne associée avec qui peut vous aider à faire les tâches et on essaie aussi d'acquérir des profils divers. Donc, non seulement le parti technique, mais voilà, les choses marketing, gouvernement, finance, tout. On essaie vraiment de agrandir ce qu'on peut faire. Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, je pense qu'Arani a tout dit, mais on invite aussi à des contributions financières. Si vous trouvez que ce qu'on fait est important, Open Collective est la place à faire des dons récurrents ou des dons d'une fois. C'est de même qu'on arrive à finalement soutenir notre infrastructure. Le projet de CITron de testing qu'on met en place va être aussi financé à travers ça. Donc, ça, c'est une façon que vous pouvez contribuer. Si vous n'avez pas nécessairement le temps ou les expertises pour le faire, il y a aussi donc les dons. Et évidemment aussi, essayez pour SmartOS de l'installer sur votre téléphone, de constater ou votre appareil, constater que ça fonctionne ou bien si ça ne fonctionne pas, de participer de signaler finalement les bugs pour qu'on soit en mesure de trouver finalement de régler ces bugs-là. Je vous laisse à tous les deux un mot de la fin, si vous voulez faire passer un message supplémentaire ou dire quelque chose voilà, aux auditrices et aux auditeurs avant qu'on se quitte. Je vous laisse la parole. Antoine, est-ce que tu veux commencer? Ouais, j'avais pas préparé un mot de la fin, mais je voulais te remercier, Walid, pour nous accueillir de même. Et également, moi, je pourrais partager un peu de mon ressenti de PostmarketOS, étant, j'ai rentré en décembre, donc ça fait seulement 6 mois que je suis parti pour le projet. Mais je suis très, très impressionné personnellement avec le projet et j'invite au soutien de toute forme. Non seulement au niveau technique, on a des personnes vraiment qui ont une expertise, comme je pense que vous pouvez voir à travers nos différents projets, très uniques, mais moi, je suis très impressionné par le travail de gouvernance, les réflexes qu'il y a. Une chose qu'on ne voit pas assez dans notre milieu, c'est de traiter on a tendance à en fait traiter des problèmes sociaux par des solutions techniques. C'est un peu comme un biais que l'on a en étant des personnes plus techniques, voilà. Mais je vois ici un projet qui fait pas juste ça, qui ne fait pas juste traiter un problème social. Donc ici, on pourrait dire la problématique, c'est Google, puis des monopoles et tout ça, puis tout le rapport de pouvoir qui vient avec. Mais on ne traite pas juste ça comme un problème technique, mais on offre aussi des solutions sociales, soit à travers comment on s'organise. Puis donc moi, en tout cas, je trouve ça très inspirant. Puis s'il y a d'autres de divers profils qui veut y s'y mettre. Moi, je suis pas informaticien, je suis sociologue. J'ai pris pause sur ma maîtrise, mais bon, je vais me dire sociologue, je vais oser dire ça. Et donc, en tout cas, j'aimerais croire qu'on est, Rani puis moi, la preuve qu'on n'a pas besoin d'être des informaticiens, informaticiennes de formation pour avancer un projet de ce genre. Donc, je suppose que c'est mon mot de motivation. Libérez-vous des GAFAM, en tout cas. Rani, ton mot de la fin. Oui, encore vraiment un grand merci de nous avoir, Walid, sur le podcast. Essayez PostmarketOS si ça vous intéresse. Partagez avec vos amis. Si vous voulez contribuer, envoyez-nous un message dans Matrix ou trouvez une tâche à faire. On a plein de choses à faire, techniques et non techniques, comme on a dit. Ouais, c'est tout. Il y a une phrase que Oli aime toujours dire à la fin des réunions, qui est Happy Hacking. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Je dois vous dire que je suis un grand enthousiaste et que j'en parle tout le temps à tout le monde. Que j'ai toujours mon téléphone pour le montrer à des gens. Je trouve ça vraiment passionnant.
si on y mettait certainement le temps et l'argent nécessaires, ça pourrait peut-être répondre à la question de qu'est-ce qu'on va faire le jour où Android sera refermé, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça important de faire cette série, de parler à tous les gens qui font des distributions Linux pour les téléphones, pour essayer de comprendre chacun, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les différences, où est-ce qu'ils en sont et tout, pour que les gens ils puissent se faire une idée de où est-ce qu'on en est qu'on est loin, ou est-ce qu'on n'est pas loin d'avoir un téléphone de tous les jours sous Linux. J'étais très impatient de vous parler. Merci beaucoup à tous les deux. Pour les auditrices et les auditeurs, je vous invite à essayer si vous avez un téléphone et que vous savez pas quoi en faire et qu'il est supporté sous PostMarketOS. Vous avez rien à perdre, à part certainement pas mal de temps à essayer de flasher, tester, etc. Moi, j'ai commencé par K2 Mobile et puis après, en discutant avec les gens du FOSDEM, ils m'ont dit « Ah, tu devrais quand même essayer Foch ». Et effectivement, avec Foch, j'ai pas mal trouvé mon bonheur. Voilà. Écoutez, Rani, Antoine, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi. J'espère avoir l'occasion de vous avoir dans quelques temps sur le podcast à nouveau pour nous raconter où est-ce que vous en êtes. Voilà. D'ici là, encore merci beaucoup pour vous et le temps que vous avez consacré pour venir parler de Postmarket. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.